Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que nous participons aujourd'hui à cette édition 2023 de la série Semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Alors à titre personnel, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'ai été longtemps un opérationnel des questions de diversité et inclusion en entreprise en tant que patron de diversité d'un grand groupe. Et puis j'ai été aussi président du comité diversité du MEDEF qui est co-organisateur et j'ai été aussi premier vice-président de la FMD qui est co-organisatrice. Donc vous comprendrez que pour moi c'est un grand kiff. Mais j'ai surtout le plaisir d'être aujourd'hui bien accompagné par un partenaire de choix que je vais laisser se présenter. Alors, moi, Laurent Depont, aujourd'hui, le senior de l'équipe, je passe la parole à un junior qui est dans la tech. David, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, merci Laurent pour l'introduction. Donc David Raymond, je suis directeur général chez SkillsD et je connais Laurent depuis quelques années maintenant et c'est un plaisir d'animer ce webinaire avec toi. J'ai découvert la série aussi grâce à Laurent. Chez SkillsD, vous allez le découvrir, on a des offres qui rentrent dans le scope finalement de ce qui est véhiculé par l'organisation de cet événement. Donc nous sommes contents aujourd'hui de les partager avec l'apport d'expertise qui sera fait en transversal de tout ça par Laurent. Oui, puis on va voir tout ce qui permet de faire avancer, de faire progresser la diversité et l'inclusion. C'est ça. Alors justement, David, vous n'avez pas commencé aujourd'hui chez SkillsD. Raconte-moi la diversité, l'inclusion, qu'est-ce que vous avez fait depuis quelques années ? Donc SkillsD, on a créé la société en 2015 et on a commencé sur la thématique de la diversité, je dirais en 2017, Laurent. À l'origine, on intervient principalement sur la thématique des soft skills et en 2017, on a commencé avec un premier contenu de formation qui est recruter sans discriminer. Notre best-seller, probablement le premier contenu de ce type qui est arrivé sur le marché. On ne se connaissait pas encore à l'époque, d'ailleurs Laurent. On l'a réalisé en partenariat avec une société qui s'appelle Aiming, qui est un de nos partenaires et qui nous a permis d'ailleurs de faire connaissance. Donc ça, c'était en 2017 et c'était notre premier contenu qui existe encore, qui a été bien rafraîchi depuis. On en est à quelques versions déjà. Voilà, c'est ce que je peux te proposer en introduction, Laurent. Oui, alors recruter sans discriminer, David, c'est très bien. C'est les fondations de la maison, mais je vais être un petit peu polémique parce que déjà, le recrutement, ça n'est qu'une des étapes de la non-discrimination. Et puis ensuite, la non-discrimination, ça ne suffit pas pour faire avancer les choses en matière de diversité et inclusion. On le sait bien. On sait aussi que, certes, il y a des entreprises qui ont pris le sujet de la non-discrimination pour se dédouaner, quelque part, pour cocher la case de « OK, on a formé notre management ». Derrière, les résultats ne sont pas forcément là parce qu'on va le voir. Il y a plein de bugs qui peuvent se mettre en place et il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, d'être un dirigeant engagé, d'avoir formé tout le monde à la non-discrimination. Il faut que ça se concrétise. C'est sûr. Parce que notre objectif quand on est une entreprise, c'est quoi ? C'est la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, et la performance durable. Et on va voir que avec recruter sans discriminer, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, David ? Disons que c'est un bon point de départ pour cette dynamique de recrutement. Mais en effet, c'est ça que j'ai apprécié grâce à notre rencontre, Laurent, c'est qu'on a pu, avec toi, finalement, ajouter tout un tas de briques qui ont suivi cette formation recruter sans discriminer. Et ça va être l'objet, justement, de notre présentation, si on arrive à trouver la bonne slide. Si on arrive à trouver la bonne slide qui veuille bien avancer. Voilà, donc là, on est sur la bonne slide. Donc, la discrimination, en plus, on n'en a pas fini. Ouais. Je n'ai pas en tête les résultats de cette année du baromètre de l'égalité des chances du MEDEF, mais généralement, on est aux alentours d'à peu près un tiers des salariés français qui disent qu'ils sont toujours potentiellement craintifs devant la discrimination et qui pensent que ça pourrait encore se produire dans leur organisation. Et je rassure tout le monde, il n'y a pas de discrimination genrée, c'est idem pour les femmes et pour les hommes généralement. Alors tout ça, ça ne suffit pas pour créer de la performance, il faut l'avoir en tête, parce que nous sommes des humains, nous sommes issus d'une très longue évolution, 3,5 millions d'années d'évolution de notre cerveau, et eh bien, il faut quand même tenir compte de tous ces biais qui s'imposent à nous. Alors, bien sûr, il y a des formations aux biais dans les organisations. On les intègre, c'est ce qu'ils faisaient. Exactement, on a dédié sur le sujet d'ailleurs, en effet.
Et il faut continuer parce que c'est la brique de base. Parce que on parle souvent des stéréotypes, des biais implicites, etc., qui provoquent des discriminations. Mais c'est pas que ça. Il y a tout un tas d'autres fonctionnements humains. Je pense par exemple au biais tribal. Le biais tribal, c'est un paramétrage qui nous fait préférer les membres de notre clan, de notre groupe humain. Et c'était très utile dans la savane il y a quelques 3,5 millions d'années. Mais aujourd'hui, c'est un peu problématique quand on veut être une entreprise responsable et inclusive et qu'on veut recruter des profils un petit peu différents de ceux qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Et ça, David, on l'intègre dans nos e-learning. Oui, exactement. Et tu vois, en t'entendant, je réalise combien différentes formations finalement contribuent à ça. On a parlé de recruter sans discriminer au départ, qui est sur une dynamique purement recrutement. Et puis on a parlé aussi de la formation sur les biais cognitifs, qui est une brique à part entière. Et là, tu es en train de nous parler aussi des éléments de contenu que nous avons dans la formation diversité et inclusion. Oui, tout à fait. Alors, diversité et inclusion, certes, il y a des éléments de contenu. Et aussi, on a la nécessité de déminer nos processus décisionnels. La façon dont on décide, dont on recrute, dont on promeut les gens, dont on évalue les gens. Et tout ça, ce n'est pas uniquement des questions de diversité. Il faut aller nettement plus loin. Il faut repenser certaines façons de faire. Alors il y a l'éminent Daniel Kahneman, qui est le pape des biais cognitifs, qui peut nous aider, que je cite souvent à juste titre, parce que c'est lui qui a été un des pères fondateurs de la question des biais cognitifs. Mais aujourd'hui, il a beaucoup travaillé aussi sur la variabilité humaine, le fait que dans un process décisionnel, eh bien, toi, David, jeune homme, plutôt grand, et moi, le petit vieux, eh bien, on va peut-être pas avoir la même vision des choses sur la base des mêmes faits. Et donc, le même candidat, on va pas le traiter de la même façon, on va pas avoir la même réaction face à lui. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur des processus décisionnels qui sont vertueux. Donc, pas que la diversité stricto sensu. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est ça, c'est ça. Et voilà, on ajoute la brique encore supplémentaire sur laquelle on va aller. Là, on a parlé de recruter sans discriminer, de diversité et inclusion, qui sont deux briques qui peuvent être complémentaires, avec quelques thématiques qui se recoupent, notamment autour des biais, on en a parlé, ça reste en toile de fond de chacune des formations finalement. Et là, tu vas nous montrer comment, avec un autre e-learning, on a pu aller encore plus loin sur cette dimension pour viser réellement l'inclusion. Tout à fait, parce que, soyons clairs, il faut commencer par la brique non-discrimination. On est d'accord, il faut déjà être quelqu'un qui permet à des profils différents de s'approcher de sa maison. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les chakras sur les questions de diversité, se dire, OK, il y a des profils différents, mais ils ne sont pas forcément mauvais. J'ai un certain nombre de biais cognitifs qui m'empêchent de les intégrer dans ma maison, mais ça ne suffit pas. Il faut viser l'inclusion. Et ça, quand on a déjà travaillé, quand on a déjà coché les cases de la non-discrimination et du déminage, je dirais, de la diversité, des questions de diversité, parce que certaines parfois peuvent nous heurter du fait de notre construction personnelle, du fait de nos croyances. Eh bien, quand on a déminé ça, eh bien, il est temps d'aller vers l'inclusion. Et les organisations matures doivent absolument y aller, puisque l'inclusion, c'est le levier, comme on l'a dit, de la QVCT et de la performance durable. C'est bien. Et juste, Laurent, ça me fait réaliser, est-ce que tout ça, ces sujets dont on entend de plus en plus parler, sont permis grâce à cette loi qui a été mise en place, qui vise à obliger les organisations à recruter sans discriminer? Alors, c'est un principe fondateur. C'est encore une fois une brique de base. Mais donc ça a permis d'aller plus loin, de sensibiliser les plus réticents, il faut le dire. La loi, elle ne vise qu'à ça, c'est à taper sur les doigts de ceux qui ne voudraient pas avancer. C'est ça. Mais est-ce qu'on en parlait autant avant de ces sujets? On n'en parlait pas autant avant, mais aujourd'hui, on a pris conscience, à travers un certain nombre de travaux de recherche, de la réalité des choses, du fait que l'inclusion, eh bien, c'est un énorme facteur de performance, que si on n'était pas dans une organisation inclusive,
Imagine Skills Day, vous vous tapez tous dans les pattes les uns des autres. Hein, par exemple, en termes commerciaux, c'est moi qui ferai les meilleures performances. En termes de métier, oui, mais de toute façon, les RH sont comme si, les opérationnels sont comme ça. Ça, j'ai vu ça dans beaucoup de maisons. Eh bien, il n'y a pas un climat inclusif. Oui, c'est sûr. On ne travaille pas ensemble. Si en plus on a des préjugés culturels, par exemple, si vous n'accueillez pas des vieux dans votre organisation, regarde-moi. Hein, si vous ne me faites pas de sourire quand j'arrive parce que vous m'approchez un déambulateur, imaginez ce que ça peut faire. Eh bien, on ne sera pas dans un climat inclusif. Et tout ça, ce que les chercheurs ont mis en évidence aujourd'hui, c'est que ça dégrade la performance. Et ça dégrade, bien sûr, la qualité de vie et des conditions de travail. Et on le ressent, nous, chez Skills Day, puisque ça fait partie des sujets sur lesquels on a beaucoup de demandes. Ouais. Donc on sent cette tendance de plus en plus importante. Et en effet, tu as raison, probablement que la recherche appuie la nécessité d'avancer. Et puis il y a un effet boule de neige aussi, où je pense qu'on en parle de plus en plus. La série est promoteur aussi de cette thématique-là. Donc c'est bien, ça fait avancer les choses dans le bon sens. Exactement. Et puis si on prend les travaux de recherche que tu mentionnes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui mettent en évidence une chose, c'est que diversité sans inclusion, eh bien, c'est contre-productif. Tout un tas de problèmes de charge mentale pour essayer de réguler la complexité de la diversité, parce que c'est pas simple, il faut le dire. Alors que diversité et inclusion, c'est productif. Mais il faut qu'on aille quand même un peu sur l'inclusion. On va développer un peu le concept d'inclusion, parce que c'est pas que la diversité. Hein. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Je te propose cette illustration, David, parce que je sais que tu aimes bien. On en a déjà parlé. Vous reconnaissez tous cette photo. Je dis tous parce que... non, toutes et tous, hein, cette photo. J'avais un gros stéréotype en disant que le foot, c'était pour les femmes. Non, mais... vous reconnaissez tous cette photo. C'est une équipe qui gagne. C'est ça. Une équipe qui gagne. Et ça, pensez à l'équipe de France, à ce que c'est. Un coach qui fait travailler ensemble des individualités, des gens de plein d'origines, des gens très différents, au-delà de leurs compétences techniques footballistiques. Ils ne sont pas pareils en termes de profil cognitif, ils n'ont pas les mêmes caractères, même s'ils ont tous le même maillot. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, quand ça marche, c'est quand ? C'est quand on gagne. C'est quand on gagne, oui, mais on gagne quand ? On gagne en 98. On gagne en 98, on gagne en 2018, mais surtout c'est quand on a une équipe bien managée, harmonieuse, inclusive. Et quand est-ce qu'on perd, David ? On perd quand on n'a pas forcément le bon manager, sans le nommer. Voilà, c'est ça. Et quand pour mémoire, c'était l'Afrique du Sud. Donc je voulais toucher du doigt le fait que ça dépassait largement même l'organisation, l'entreprise, la fonction publique. Tout collectif qui gagne, c'est un collectif où règne un climat d'inclusion. C'est sûr. Et au manager de le faire régner. Ou à l'équipe managériale tout du moins. À l'équipe managériale dans son ensemble de le faire régner, c'est ça. Il y a un pilotage, il y a une importance du management qui est clé pour obtenir donc ce climat inclusif. C'est ça que tu vas nous développer dans les... C'est ce qu'on va développer, ne serait-ce que parce qu'on pourrait être victime de ce que les anglo-saxons ont appelé la diversity fatigue. On a tous été très engagés, on est très volontaristes, on veut l'égalité des chances, on veut tout ça. Mais si on le fait pendant trop longtemps, qu'on n'a pas de résultats, si par exemple on est trop promoteur de catégories et qu'on oppose les catégories entre guillemets de diversité, les femmes par rapport aux hommes, en disant il faut plus de femmes en responsabilité versus les hommes, plus de telle ou telle catégorie, les jeunes par rapport aux plus seniors. Si on le fait de façon trop brutale, pas suffisamment pensée, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un blocage du système, parce que l'inclusion, c'est tout le monde à bord. C'est pas certains contre d'autres, c'est pas déshabiller les uns pour habiller les autres. Et c'est ça souvent l'écueil des politiques trop agressives de diversité, avec une communication trop agressive, ce qu'ont montré notamment les chercheurs d'Harvard et de Tel Aviv en disant qu'aux États-Unis, les politiques d'affirmative action avaient eu des effets néfastes pour les catégories ciblées, à savoir les femmes et les populations afro-américaines, asiatiques, d'origine asiatique, qui travaillaient aux États-Unis. Donc tout ça, il faut qu'on aille plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est que la recherche nous donne des pistes sur ce qu'est l'inclusion et sur comment travailler.
Alors tu vas nous détailler tout ça, Laurent. Je vais détailler tout ça, mais déjà, l'inclusion, la façon dont on le présente habituellement, c'est dire, bon, ok, la diversité, c'est vous êtes invité, l'inclusion, c'est on vous invite à danser. Ouais. C'est gentil, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais le plus important, c'est le comment on vous invite à danser. Si je te fais, tu danses, David ? Tu n'auras peut-être pas envie de danser. Hein. Non, il y a des méthodes pour le faire, pour aller plus loin. Okay. Et ça, c'est la science qui nous a éclairés là-dessus et qui nous a fait comprendre qu'il fallait, pour parler d'inclusion, aller au-delà de la diversité. Bien sûr, la diversité, c'est une composante de l'inclusion, c'est dire... Je suis respecté, moi, en tant qu'individu, avec une singularité, mais c'est plein d'autres choses. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, c'est l'objet, on en a fait une slide dédiée, parce que c'est le dernier qui est arrivé, de notre formation Inclusion et Management, avec la modalité e-learning, sur laquelle on traite de ces thématiques, avec tout le volant managérial que Laurent a abordé et va continuer d'aborder au travers des aspects très opérationnels sur comment on le met en place en entreprise. Oui, alors effectivement, cet e-learning est innovant de mon point de vue, hein, et on était ravis de le réaliser ensemble sur la base de contenus scientifiques, parce que l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que la non-discrimination, le management des catégories, c'est de faire vraiment émerger un climat inclusif dans les organisations, et on voudrait remercier pour leur innovation et aussi valoriser l'engagement des ministères sociaux qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de tester, de réaliser un e-learning que personnellement je considère comme superbe et très abouti, mais je suis un peu partial parce que j'y ai contribué, et qui va développer des contenus au-delà donc de la stricte sphère diversité. Dis-nous 2 mots du projet ministères sociaux, Laurent, parce qu'il est quand même assez massif, au-delà du simple logo là qu'on affiche à l'écran. C'est un projet d'envergure. C'est un projet d'envergure. La commande, c'était... On a fait beaucoup de choses sur la non-discrimination. On a sensibilisé à la diversité et à ses bénéfices. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin pour avoir plus d'impact. Et donc, les ministères sociaux nous ont sollicité pour un e-learning sur le management inclusif. Et qui est en cours de déploiement dans l'ensemble de la fonction publique, puisque c'était un pilote qui était confié aux ministères sociaux. Très chouette. Grosse visibilité pour Laurence Kisdé au travers de ce e-learning dans la fonction publique. Et comme vous pouvez l'imaginer, fonction publique, fonction privée, ce sont 2 fonctions différentes. Raison pour laquelle, là, c'est l'occasion de mettre en avant notre capacité à personnaliser les modules e-learning pour qu'ils puissent réellement refléter votre culture, vos valeurs, ou en tous les cas que vous puissiez ajouter, modifier, supprimer les éléments que vous jugeriez pertinents afin de les déployer sereinement au sein de votre organisation. Donc c'est ce qu'on a permis au ministère, où on a travaillé sur... Des cas spécifiques, des formulations spécifiques qui correspondent au contexte de la fonction publique, hein, parce que tout ne s'applique pas, le recrutement ne se fait pas pareil, il y a des règles différentes, il y a des exemples qui ne passent pas, parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes exemples dans la fonction publique que dans un groupe international avec des termes anglo-saxons, d'ailleurs. Donc il était important aussi de respecter le langage, c'est ça aussi l'inclusion. C'est d'être capable de s'adapter. C'est un bon point, notre capacité à personnaliser est une preuve d'inclusion dans notre offre. Exactement, David. Et ça, c'est une grande force de SkillsD de pouvoir le faire. Trop bien. Donc ça, on a parlé pas mal d'e-learning et on a vu les différentes briques qu'on a pu mettre autour de cette thématique. C'est la modalité e-learning, mais on a d'autres modalités dont on va parler, puisqu'avec le ministère, Laurent, à l'origine du projet, il y avait cette logique de, en plus de l'e-learning, travailler réellement la pratique, la dimension comportementale des agents en l'occurrence. Et des managers. Et des managers, voilà. Et donc à ce titre, tu vas nous montrer ici au travers de ces quelques slides comment, en complément de la dimension connaissance qui peut être amenée avec l'e-learning, on peut avoir la dimension comportementale travaillée avec la modalité atelier. Alors c'est vrai, ce que tu dis est fondamental, c'est-à-dire que les e-learning c'est très bien, ça permet de sensibiliser, ça permet de s'acculturer, ça permet de comprendre les concepts, hein, les e-learning de SkillsD sont parfaits pour cela, mais derrière, ce que nous demandent souvent les organisations, c'est d'aider leurs managers, leurs collaborateurs à s'approprier ces concepts et à les ancrer dans les fonctionnements du quotidien.
Et c'est ce qu'on fait avec des ateliers où on fait pratiquer les choses en rappelant bien sûr les concepts, parce qu'on est cohérent par rapport à ce qu'on dit dans les e-learning, mais on fait pratiquer. Donc on fait pratiquer parce que y a des choses qui ont besoin d'être répétées, réappropriées. Il y a besoin d'ancrage. Par exemple, un concept, c'est qu'aujourd'hui, qui est largement répandu chez les scientifiques, il y a une sorte d'unanimité là-dessus, c'est qu'on ne peut plus pratiquer le management de papa. Le taylorisme managérial, comme je l'appelle dans mon bouquin, c'est quelque chose où c'était une seule tête. On appliquait les mêmes règles à tout le monde, on était dans l'égalité des chances, on était dans l'égalité des droits, on était dans l'égalité parfaite, sauf que ça ne marche pas. Il faut qu'on s'adapte à la singularité de chacune et de chacun. Et pour faire ça, il faut muscler les managers en termes de qualité relationnelle, en termes d'intelligence relationnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que toi, dans ta boîte crânienne, moi, dans ma boîte crânienne, on n'est pas câblés pareil. Il n'y a pas la même chose qui nous mettra en mouvement. C'est ce qu'on appelle la diversité cognitive. On n'a pas les mêmes motivations. Toi, ta motivation, ça va aller le soir, ça va être d'aller faire du sport, courir partout. Moi, ça va être plutôt de me poser, de me relaxer et de prendre un bon bouquin pour creuser tous ces concepts passionnants. Donc, diversité des motivations et attendre, diversité des câblages neuronaux. Grâce aux IRM fonctionnels, on a découvert ce qu'était la neurodiversité, des gens qui ne sont pas câblés comme le standard, c'est de 10 à 15% de la population, et qui peuvent avoir en conséquence des comportements différents. Diversité des modes d'apprentissage. Toi, est-ce que tu es plus lecture ou tu es plus audition ? Un peu de tout, Laurent, moi. Un peu de tout. Je n'ai jamais réellement multitâche. définir c'est bien. Quel est mon mode préférentiel en réalité. Voilà, mais chacun... Peut-être que je me pose des questions là-dessus. Oui, il faudrait que tu te poses des questions. Mais c'est vrai qu'en plus, chez SkillsD, c'est abordé, cette diversité des modes d'apprentissage, parce que dans les e-learning, on y est très, très sensible. C'est vrai. On dit, il y en a qui raisonnent comme ça, il y en a qui raisonnent comme ça. C'est pour ça que dans les e-learning, on travaille sur un mix de formats. On va avoir de la vidéo, du son, du texte, des images, des jeux, pour justement toucher la susceptibilité de chacun. Ça rentre vraiment dans cette dimension, faire en fonction des modes d'apprentissage de chacun, comme ça chacun peut s'y retrouver. Et des modes d'interaction en groupe aussi, parce que les modes d'interaction en groupe, c'est aussi quelque chose qui caractérise un individu. Par exemple, moi je suis très en retrait, je suis super timide, alors que toi tu es hyper avenant, tu vas vers les autres, quand tu arrives dans une soirée, tu es tout de suite entouré. Non, blague à part, ça veut dire qu'on est chacun singulier et que le manager il doit apprendre opérationnellement à traiter chacun pour lui permettre d'exprimer son plein potentiel, parce que sinon, on n'est pas dans un climat inclusif. Alors, comment tu traites ce sujet en atelier ? Là, par exemple, donc, on va aborder la thématique de la sécurité psychologique qui est présente dans l'e-learning, où on a même une trame qu'on met à disposition de nos apprenants pour s'évaluer sur le niveau de sécurité psychologique qui est le leur. Le pendant en atelier, c'est quoi, Laurent, pour montrer notre capacité justement à mixer de manière intelligente les modalités d'apprentissage ? Alors tu fais bien de mettre l'accent sur la sécurité psychologique parce que c'est le facteur de performance numéro 1 d'équipe qui a été mis en évidence aujourd'hui par multiples études, en particulier la méta-étude Aristote de Google. Facteur numéro 1 de performance d'équipe, c'est quand on est en sécurité psychologique. Après, comment on le fait ? Comment on le travaille ? On va donner quelques paramètres de la sécurité psychologique. C'est déjà la capacité à être soi. Donc là, c'est très connecté à la diversité, ne pas avoir besoin de cacher une dimension de sa personnalité. Donc ça, c'est clairement la qualité managériale qui va le faire émerger. Donc ça, c'est un premier paramètre. Mais c'est aussi des choses auxquelles on pense moins, comme le fait d'avoir le droit à l'erreur. Ça, ce n'est pas directement connecté au sujet de diversité, mais ça participe de la sécurité psychologique. Et ce qu'on fait sur le terrain dans les ateliers, c'est qu'on fait pratiquer les managers sur la base de CNET. On les fait pratiquer aussi sur la base d'exercices cognitifs qui sont issus notamment de l'approche neurocognitive et comportementale qui a été développée par Jacques Fradin, qui sont des approches simples, relationnelles, d'intelligence relationnelle, comment développer son intelligence relationnelle, comment développer ses soft skills. Ça te parlera, ça, de développer les soft skills. Alors bien sûr, on l'a intégré dans les e-learning avec des exercices, mais l'exercice de l'e-learning et la pratique avec des coéquipiers qui jouent le jeu dans les ateliers, c'est beaucoup plus impactant. C'est sûr. On impacte vraiment la dimension comportementale, on peut générer les prises de conscience plus facilement qu'avec l'e-learning, quand bien même on va créer toutes les clés. On va mettre en place en tous les cas toutes les clés au sein des e-learning. D'autres exemples, en effet, on l'évoque aussi dans quand quelqu'un est victime
de ce qu'on appelle les micro-agressions. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on commence à bien connaître le concept. La micro-agression, c'est très souvent involontaire. C'est les petites gouttes d'acide qui tombent sur les individus au motif de leur singularité. Tu viens d'où, toi? Ton petit accent, c'est quoi? C'est Grenoble. Hein, et ton âge, là, tu commences à blanchir, mon cher David. Je suis encore très jeune, Laurent. Voilà, tu es encore très jeune. Donc, ces petites choses qui sont dites souvent sans mauvaise intention et qui viennent créer un climat non inclusif pour une personne. Ça peut être le climat sexiste, hein, ça peut être un climat homophobe, un climat agiste à l'encontre des seniors. Et tout ça, c'est des petites gouttes d'acide qui viennent diminuer les individus. Et ces individus, quand ils sont diminués, ils sont moins performants et un impact sur la qualité de vie et des conditions de travail et donc sur la performance. Mais si je vous résume les paramètres de la sécurité psychologique qui ont été identifiés par les chercheurs, il y a la capacité à être soi-même, le fait de pouvoir se montrer vulnérable devant les autres, parce qu'on est en confiance. J'ai confiance, je suis capable de te dire, David, est-ce que tu peux m'aider sur tel truc informatique? Parce que moi, je n'avais pas le même langage, j'ai appris le COBOL, moi. Donc, c'est ça, c'est dire, je peux être fragile à certains moments, et je sais que le collectif va m'aider. Si je te dis un truc, David, j'ai besoin que tu écoutes ma parole, j'ai besoin que tu comprennes ce que je veux, et tu vas m'écouter. Je vais être respecté. Et ça participe de la sécurité psychologique. Tu traites les gens équitablement. Chez Skillsday, vous avez mis en place des process pour qu'on soit reconnu en fonction de sa performance. Et ça, c'est la base. Et toi, manager, ta responsabilité, c'est de le faire appliquer. Et puis, je vous disais, culture apprenante, parce qu'on est toujours dans l'amélioration des choses. On n'est pas simplement dans on a toujours fait comme ça. On essaie d'apprendre en permanence et d'enseigner en permanence aux gens pour qu'ils soient capables de s'adapter aux changements. On développe leur agilité mentale pour qu'ils soient les plus agiles possibles et donc les mieux possibles. Ok, on en revient souvent aux managers. On en revient très souvent Ils ont du boulot, les aux managers. Parce que le manager, comme on disait, il faut qu'il développe son intelligence relationnelle et qu'il comprenne les individus. Il faut lui donner des grilles de lecture. Et ce qu'on fait dans les ateliers, c'est que ces grilles de lecture, on les lui fait pratiquer. Les grilles de lecture, on peut les donner par ailleurs, mais le plus important, c'est la pratique, voir que toi, tu es plutôt introverti. Que quelqu'un d'autre sera plutôt extraverti. Il va falloir qu'on valorise son travail. Quelqu'un d'autre, il va falloir qu'on lui donne de la flexibilité en termes d'organisation, etc. Et tout cela, ça fait d'excellents managers. Et puis, il faut aussi savoir le dire. Si je suis un manager authentique, que je suis droit dans mes bottes, que je me connais, que je suis épanoui, et ça, on sensibilise les managers à ça. On a même fait un questionnaire pour que les managers s'auto-évaluent sur ça. Si je suis un manager authentique, je vais bien communiquer. Je vais faire passer les bons messages. Si je ne suis pas authentique, qu'est-ce qui va se passer? Mon langage corporel, qui représente quand même une bonne partie de ma communication, va pas être ajusté. Donc, toi, tu ne me croiras pas. Tu seras complètement dubitatif. Ah bon, tu me dis ça? Tu me dis que tu apprécies mon travail, mais en fait, toute ta posture montre que tu es obligé de me dire ça parce que sinon, tu as peur que je t'accuse de harcèlement. Ok. Et puis, il faut être attentif aux urticants de chacun. Moi, je sais que mon urticant, c'est le temps, ma gestion du temps, et ça me fait partir en vrille. Donc, il faut que tu fasses attention à ça quand tu me parles. Et puis, un truc, c'est que à quoi ça sert de se focaliser sur le passé, sur ce qui s'est mal passé? Ok, j'ai pas réussi à faire signer un contrat la dernière fois. Mais si tu me le dis, ça va rien changer. Ça va juste être agaçant pour moi. Je vais avoir une cicatrice cognitive et je vais t'en vouloir, David. Alors que si tu me dis, ok, comment est-ce que je peux t'aider pour le prochain contrat? C'est sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle le feed forward, c'est se projeter vers l'avant. Et puis surtout, pratiquer le questionnement. Et écouter oui. Et oui. Et là, je sais que vous avez un super e-learning là-dessus qui aide à développer ces qualités. C'est beaucoup de sujets, en effet. Aussi, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut, dans une équipe, faire participer chacune et chacun. Il y a des techniques qu'on fait pratiquer en atelier, parce que cette étude est mondialement connue maintenant, c'est aussi l'explicitation des paramètres de l'intelligence collective d'un groupe. On rappelle que l'intelligence collective, ce n'est pas lié à l'intelligence individuelle des membres du groupe, mais c'est lié à leur capacité à fonctionner ensemble, et donc surtout au fait qu'il y ait une prise de parole équilibrée.
Là, on n'est pas du tout dans la prise de parole équilibrée. Vous le voyez, là, je prends la parole, j'écrase David, mais c'est volontaire. Pour vous faire comprendre le sujet, il faut que chacune et chacun de votre collectif de travail puisse s'exprimer. C'est le facteur explicatif numéro 1 de l'intelligence collective. Le plus jeune des stagiaires, le plus senior des collaborateurs, parce qu'il aura quelque chose à dire. C'est sûr. Et donc j'imagine qu'en atelier, on peut vraiment générer des prises de conscience sur tout ça. Ils peuvent aussi échanger entre eux. Et c'est important. C'est important d'avoir ces moments. Ils le vivent cognitivement. C'est ça. Et ça ancre. C'est ça. Le vécu ancre. Les anecdotes ancrent. Donc il faut aussi que... en atelier, on rappelle qu'on a des biais humains, on rappelle ce que c'est qu'un biais. Un biais, c'est une mauvaise analyse de l'information par notre cerveau par rapport à un objectif qu'on peut avoir, une décision, une relation, une interaction avec quelqu'un. Notre cerveau, il analyse mal les informations parce qu'il a trop d'informations, parce qu'il les sélectionne, il ne sait pas les gérer. Bon, ça, on n'est pas dans un cours sur les biais. Mais bref, on ne pourra pas les éliminer. Ils sont là, que ce soit le biais de négativité, ça s'est mal passé avec un collaborateur qui avait telle caractéristique, donc j'en veux plus qu'il soit porteur de cette caractéristique, le biais tribal qu'on a évoqué tout à l'heure. Enfin bref, les biais, il y en a une foultitude. On ne pourra pas les éradiquer, mais il faut les connaître. Moi, manager, je dois connaître mes biais et puis essayer de les challenger. Et puis, il faut aussi éliminer, évidemment, on a parlé de managérial, mais les problèmes de biosystémique. C'est quoi ça, Laurent ? Tu nous as inventé un mot, là. J'ai pas inventé un mot, David. Non, la biosystémique, c'est un concept qui a été développé notamment par Jacques Fradin. C'est la capacité à rendre l'organisation compatible avec les besoins des individus. Et c'est très fort, c'est très puissant. Il y a quelques règles de base, sans donner un cours, qui sont qu'il faut que les fonctions soient bien qualifiées, c'est-à-dire qu'on sache sur quoi on doit travailler, qu'il n'y ait pas de recoupement avec ses collègues. Il faut que les méta-règles, les règles culturelles de l'organisation soient cohérentes avec les pratiques. Par exemple, si on dit on a le droit à l'erreur dans notre organisation, évidemment, moi ça, je l'ai beaucoup vécu, on a le droit à l'erreur, mais pratiquement, concrètement, le manager, quand on a fait une erreur, il nous sabre. Donc le droit à l'erreur, on n'y croit plus. Donc ça introduit une absence, évidemment, de sécurité psychologique et une incohérence. Donc ça, évidemment, la culture doit être mise en cohérence avec les besoins. C'est chouette de voir tout ça et tu l'as abordé. Donc on est sur cette thématique de l'inclusion, du management inclusif. On a évoqué les différentes briques. Et au travers de ton déroulé, finalement, tu parles beaucoup de soft skills. Et on voit que l'ensemble des sujets se connectent bien avec en toile de fond la nécessité impérieuse de bien accompagner les publics de managers en entreprise. C'est un vrai challenge pour nos clients que de le faire à l'échelle. Dans une organisation comme Skillsday, on peut y arriver assez facilement. Quand on a plusieurs centaines, milliers de managers, c'est un autre challenge, d'autant que là, tu vas ajouter des couches supplémentaires avec, en effet, ces aspects de soft skills qui sont importants. Tu as évoqué la dimension de l'écoute tout à l'heure, la dimension du questionnement, la dimension du feedback associé au feed-forward. Tu peux en ajouter encore d'autres ici, là. Il y en a plein. Mais la bonne nouvelle, et ce qu'on dit, on dira jamais assez, c'est que les soft skills, ça se développe. Il y a une époque, on disait les soft skills, c'est inné. On est comme ça avec des soft skills. On a des compétences comportementales qui sont innées. Ben non, parce que on voit dans le cerveau même les créations de connexions neuronales qui correspondent aux soft skills, qui sont pilotées par la partie la plus récente du cerveau, le néocortex. Et donc, on peut aider ses coéquipiers à développer leurs soft skills. Alors, les e-learning, les exercices qu'on pratique permettent de doper l'agilité mentale. Et ce qu'on avait mis en évidence il y a quelques années, il y a 2-3 ans dans une étude, c'est que l'agilité mentale des coéquipiers, c'était le principal facteur de leur engagement. Et c'est logique quand on y réfléchit bien. Ça veut dire que s'ils sont capables de s'adapter à des changements d'environnement, de concurrence, de produits, de métiers, de tout un tas de choses, eh bien, ils sont engagés et ils ne sont pas stressés. C'était ça le corollaire. C'était le facteur explicatif aussi du non-stress. C'est ça. Et ce qui est intéressant finalement, et on en a échangé en préparant ce moment avec vous, c'est que là, on a la porte d'entrée finalement du management inclusif qui doit aider à contribuer à tout ce que Laurent vient de partager. Nous, c'est vrai que notre porte d'entrée chez Skillsday, c'est souvent de mettre en place des parcours pour les managers, des parcours de leadership, avec différentes modalités d'apprentissage. Et in fine, au travers de l'ensemble des séquences qu'on met en place,
on contribue aussi, sans le véhiculer, mais on va toucher le même indicateur, qui est de favoriser l'inclusion, et de par le bon accompagnement du manager, on va s'assurer qu'il pose le bon cadre pour avoir un bon collectif, mais aussi qu'il entretient une bonne relation individualisée avec chacun de ses collaborateurs pour le mettre dans un climat sécurisant psychologiquement. Bravo David, tu as tout retenu, c'est super. Et puis bon, on ne mentionnera jamais assez, c'est que nous les humains, on a certes tout un tas de bugs, tout un tas de biais, tout un tas de trucs qui ne vont pas, qui nous orientent dans de mauvaises directions. On le voit malheureusement tous les jours quand on raisonne à l'échelle de l'humanité. Mais on a aussi un truc, une puissance de feu qui est notre capacité d'adaptation. Là, je vous ai dit, le cortex préfrontal, le néocortex, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de s'adapter à tous les environnements, à des changements climatiques aussi, mentionnons-le, à des rencontres improbables. Cro-Magnon et Néandertal qui se rencontrent quand même, c'était pas improbable. Et ben, on a réussi à survivre à tout ça parce qu'on s'est adapté. C'est le mode des apprentissages, c'est le mode qui nous permet de vraiment changer nos comportements et d'être connecté à une situation, une relation avec un coéquipier, un truc qui s'est mal passé, une décision à prendre. Donc ça, c'est fondamental et c'est ce qu'on travaille beaucoup en atelier. Et donc, cette intelligence adaptative, elle est évidemment particulièrement connectée au management inclusif parce qu'elle nous permet de prendre du recul sur nos irritants. Ouais. Ok, je suis énervé après toi parce que tu as fait tel truc au quotidien qui ne va pas. Ou alors, non, je t'aime pas toi parce que tu es d'une catégorie que je n'aime pas, hein. Tu voudrais me prendre ma place ou n'importe quoi, je me régule, je me maîtrise. Ouais. Je suis un manager positif, je suis authentique. J'accepte la réalité des choses. Si, voilà, il faut qu'on fonctionne tous ensemble. On a une équipe. Il y a des gens très divers qui pensent différemment parce que ça, c'est le vrai combat aujourd'hui des sujets de diversité. C'est la diversité des opinions à l'intérieur d'une équipe. Hein. Je pense blanc et toi, tu penses noir. Comment est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble? Et c'est ma qualité à moi de manager qui va primer, c'est vous faire travailler ensemble sans vous fracasser à la récré. Prendre du recul sur ses certitudes, ses préjugés, c'est ça aussi l'agilité. Hein. Des études ont montré que les gens les plus rigides sur leurs certitudes, ça se voyait dans leur cerveau et que c'était eux qui étaient les moins ouverts aux questions de diversité et il fallait vraiment le travailler à fond. Le stress, évidemment. Et puis l'interaction efficace, la décision, bref, n'en jetons plus. C'est ce qui est nécessaire pour le manager du XXIe siècle et c'est ce qu'on lui apprend. Encore faut-il lui apprendre. Encore faut-il lui apprendre. Et encore faut-il recruter les bons et on rentre dans tout le processus de qui sont vos managers, comment ils ont été accompagnés dans leur prise de poste et comment ils sont amenés à être accompagnés aussi dans leur évolution. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. On voit, c'est vrai, dans beaucoup d'organisations, des experts qui deviennent managers de par leur ancienneté. Donc on a là peut-être un biais qui peut justifier en partie la prise de poste, mais qu'en partie parce qu'il manque quand même tout ce qu'on vient de voir pour s'assurer qu'ils aient les clés pour assurer un bon climat, c'est ça. Il leur manque les soft skills de base pour le management. Et là, tu reboucles avec le fait que recruter sans discriminer n'est pas suffisant. Ok, on ne discrimine pas, mais il faut qu'on recrute les bons, ceux qui ont les bonnes soft skills. Et ceux qui ne les ont pas, c'est pas grave, ils seront experts. Mais il faut pour chaque poste peser ce qui permet à un manager de créer les conditions de sécurité psychologique de son équipe ou pas. Et ça, c'est une question qu'on devrait se poser beaucoup plus souvent quand on nomme ou quand on recrute des managers. C'est ça. On a parlé des ministères sociaux tout à l'heure. Fonction publique, là, on rentre dans le privé avec Erige, qui est une très belle entreprise nantaise. De bâtiments. De bâtiments, en effet, c'est bien de le préciser. On a parlé d'e-learning, on a parlé d'ateliers avec Laurent. Là, ce qu'on voulait illustrer au travers de ce case, c'est notre capacité finalement à mettre en place différentes modalités d'apprentissage. On peut avoir un webinaire d'ouverture, on peut avoir les différents e-learning et on peut avoir aussi le format conférence sur lequel on va revenir. Et ça c'est un format qu'on aime bien chez SkillsD. Vous voyez cette capacité à faire du multimodal, à varier les modalités d'apprentissage, à faire du participatif, du collectif, de l'individuel parfois. Et ça c'est un cas qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant? On voulait le mettre en lumière, on leur a fait un clin d'œil à Erige qui participe peut-être, ils nous ont donné leur accord pour partager ces éléments. C'est qu'à la base, Erige voulait cocher la case. Recruter sans discriminer,
l'e-learning. Et en même temps que cette volonté de cocher la case, il y en a pas mal qui s'arrêtent à ça. Ils ont eu la volonté de vouloir aller plus loin et on a beaucoup aimé avec Laurent, c'est pour ça qu'on voulait les mettre en lumière, leur capacité à cocher la case et aussi adresser réellement le sujet. Et donc pour l'adresser réellement, quoi de mieux qu'une intervention CODIR en amont? Ça, on aime beaucoup mettre ça en place dans nos dispositifs lorsqu'on a la possibilité de le faire. Partir tout le temps, on a beaucoup parlé des managers qui sont la courroie de transmission des équipes terrain et finalement de ce qui se passe au niveau de la direction. Donc c'est bien quand on peut avoir accès à cette population-là. Et là, on a travaillé chez Erige ensemble, Laurent. C'est toi qui as eu la chance d'intervenir dans leur CODIR. C'était bien. C'était génial, mais ce que je voudrais dire, en amont de l'intervention, c'est le travail de préparation, parce que vouloir dire aux gens allez vers la diversité, ne discriminez pas, etc., c'est très bien, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc il faut convaincre d'abord, il faut faire adhérer les gens. Et quand on a un CODIR en face de soi, on n'utilise pas les mêmes arguments que ceux qu'on utilise pour une population standard. Donc un CODIR, il va être connecté d'abord aux enjeux de son organisation. Très souvent, il va dire ah non mais je ne vais pas passer du temps, ok la diversité, moi je suis pour, c'est dans mon ADN, ok je suis d'accord, vous faites ça avec les équipes, mais il ne va pas passer du temps de CODIR pour parler de diversité. Et donc il faut arriver à le convaincre que c'est complètement connecté à ces enjeux. Et ce qu'on a fait, c'est un moyen de le faire, c'est de lui dire, regardez ce que sont les bénéfices de l'inclusion sur votre capacité à attirer les talents, à retenir les talents. Sur les jobs en tension, c'est particulièrement vivant. Sur la cohésion de vos équipes, sur la productivité, sur les taux d'insuccès, les taux d'échec dans vos process, parce que quand les gens ne se parlent pas, qu'ils ne communiquent pas bien, eh bien, il y a plein d'erreurs et ça coûte cher. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de leurs enjeux pour aller donc vers une communication spécifique de sensibilisation. Et je peux vous dire, c'est un grand plaisir quand on voit que ils posent plein de questions après et puis qu'ils rebondissent sur des choses de la sphère perso aussi. Parce que les sujets de diversité et d'inclusion, c'est pas que du professionnel. On a tous des conjoints, des enfants qui sont ailleurs et qui ont vécu des situations parfois dures. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir reconnecter tout ça, l'interne, l'externe et la vie privée, la vie professionnelle. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, c'était un joli dispositif. On arrive au bout de la séquence. On a dit pas mal de choses. Sur la thématique propre, sur les soft skills d'une manière générale. On a tâché de vous l'illustrer avec quelques exemples aussi pratiques. Vous avez vu cette capacité à varier les modalités, à activer celles que vous jugez pertinentes par rapport à votre contexte, à toujours, et ça on y tient, les personnaliser. Les personnaliser, elles peuvent être simples, juste mettre les quelques touches qui vont bien dans l'e-learning. Elles peuvent être aussi beaucoup plus élaborées en travaillant avec un CODIR, avec un COMEX, pour s'approprier les bons messages et les intégrer derrière dans des ateliers, dans des conférences, dans des formations en présentiel aussi. Donc on se retrouve avec un joli package qui est à votre disposition si vous souhaitez avancer avec nous sur ces sujets. Et Laurent, je te laisse conclure sur le fond avec ces trois grandes dimensions qu'il est bon d'avoir en tête en effet. Oui, le management inclusif aujourd'hui c'est un impératif si on veut atteindre à la fois qualité de vie et des conditions de travail et performance opérationnelle durable. Donc, le management inclusif, c'est tout simplement créer les conditions de la sécurité psychologique de son collectif de travail. Donc, on l'a vu, il y a quelques paramètres, il y a des techniques pour cela, la capacité de communiquer, la capacité d'identifier les motivations de ses coéquipiers. On sait le faire aujourd'hui grâce aux apports de la recherche scientifique. Et puis, il y a des petites techniques très opérationnelles, des exercices très simples qui nous permettent d'en prendre conscience et de pratiquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le management inclusif, ça dépasse les questions de diversité, de non-discrimination. Ce sont des briques de base, ce sont des choses sur lesquelles il faut être formé, sensibilisé. Mais le management inclusif, ça va bien au-delà parce que c'est tout simplement du bon management, le management nécessaire pour la performance et le bien-être au travail des coéquipiers au XXIe siècle. Et là, c'est un enjeu majeur. C'est comme ça qu'on réussira le défi des transformations qui s'imposent à nous du fait de notre environnement mouvant, des business models qui sont challengés, des populations nouvelles qui nous arrivent. Donc, il faut absolument qu'on fasse cette révolution conceptuelle en sensibilisant nos managers. Super. Une overview sur tout ce qu'on a présenté en termes de thématiques. Donc, on a commencé notre séquence sur recruter sans discriminer.
que tu aimes bien, J'adore. mais ce n'est pas suffisant. À juste titre, et vous avez, j'espère, compris pourquoi. On a ajouté la brique derrière, et Laurent l'a détaillé, diversité et inclusion, qui est encore une autre thématique qui vient se compléter à recruter sans discriminer. Et puis enfin, et là c'était le cœur de notre conférence avec la dimension managériale qui est réellement à prendre en compte, inclusion et management qu'il est important de considérer pour adresser cette population cœur que sont vos managers. On n'a pas forcément pris le temps de l'évoquer, mais on a aussi notre formation sur le sexisme, notre formation sur le harcèlement qui existe aussi. Tout ça, ça a été fait avec l'expertise à la fois de Laurent, à la fois du cabinet Aiming, et puis du laboratoire de l'égalité. Qui participe aussi à la série et dont je suis administrateur, voilà. Que je salue. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une richesse et de la profondeur dans la matière. Et nous, après, chez SkillsD, notre travail avec toute cette richesse, c'est de trouver les bonnes activités pédagogiques pour faire en sorte d'avoir des e-learning qui soient courts, rythmés, engageants et qui comprennent aussi différentes modalités d'apprentissage. En complément des e-learning, on l'a évoqué, on peut tout à fait envisager d'activer d'autres modalités, que ce soit avec Laurent, que ce soit avec Aiming, sur ces sujets de diversité. Et le futur ? Voilà, le futur, parce que tu as montré comment on est arrivé à ajouter des briques au fur et à mesure. On est en train d'en ajouter une nouvelle qui n'est pas encore finalisée. Donc on en parlera peut-être la série de l'année prochaine. Sur le management intergénérationnel, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur parce que tu interviens déjà depuis un petit moment sur cette thématique. Et la réforme des retraites accélère la nécessité de traiter ce sujet. Donc tu nous as convaincus de la nécessité d'avoir une brique, une vraie offre sur le sujet. Donc on est en train de la mettre en place avec Laurent, puis les ingénieurs pédagogiques et les graphistes motion designers de chez SkillsD. Si je le résume, le management intergénérationnel, c'est un zoom de tous les autres e-learning sur le sujet spécifique de l'intergénérationnel, des soi-disant conflits de génération, incompréhension entre les générations, c'est-à-dire on a du recruter sans discriminer, on a des biais, parce que les biais sur les seniors ou sur les juniors en France sont les plus élevés au monde, et on a du comment faire pour développer la sécurité psychologique de tous les coéquipiers, toutes les générations, sans en oublier une, parce qu'il ne faut jamais oublier la tranche intermédiaire. Je rappellerai juste une donnée qui m'a toujours effrayé, c'est que quand on a des stéréotypes très négatifs sur les seniors en entreprise, eh bien c'est moins 44% de performance. Ils se mettent en retrait, ils sont plus performants, ils ne développent pas leur plein potentiel parce qu'ils ne sont pas dans des conditions de sécurité psychologique. Et donc c'est là ce qu'on a voulu adresser, ce qu'on a voulu travailler pour spécifiquement faire un zoom comme on a pu le faire sur le sexisme. Parfois, il faut aller zoomer sur une population spécifique comme on le ferait sur un secteur d'activité. Donc oui, un gros enjeu parce que les seniors vont rester un peu plus longtemps au travail. On est super mauvais en France sur cette question et il faut mettre le turbo sur le sujet de l'intergénérationnel. Super. Et ben nous, le turbo nous amènera à avoir cette formation prête courant novembre pour ceux qui voudront la tester. Et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que la formation management inclusif, elle a été disponible pour tout le monde. C'est ça, exactement. Management inclusif ou inclusion et management. Inclusion On a hésité entre les deux titres. Finalement, c'est inclusion et management qui a été retenu. C'est celle qui a occupé la majeure partie finalement de la séquence, avec Laurent qui vous a amené les différentes dimensions qui sont traitées dans cette formation e-learning. On vous laisse la possibilité de la tester gratuitement. Il vous suffit de scanner le QR code et là, vous allez être embarqué dans un processus incroyable de début d'aventure SkillsD. Ouais, c'est super et c'est la version entreprise, on le précise. Hein, exactement. C'est pas une version fonction publique. Après, si fonction publique soit testée, et bien voilà, on peut ouvrir les accès. Voilà. Voilà, on était ici au 29 rue des Pyramides, Laurent, dans le studio de tournage de SkillsD, et vous êtes les bienvenus pour nous écrire un mail directement ou appeler nos collègues de l'équipe commerciale pour répondre à vos éventuelles questions sur tout ce qu'on a pu vous partager. On est à votre écoute si vous avez des questions. En tout cas, on était vraiment tous les deux ravis d'être là et donc très heureux de vous partager ce qu'on a découvert parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les techniques d'apprentissage, on apprend des choses en créant des nouveaux e-learning, que ce soit sur la connaissance scientifique ou sur les mécanismes de neuropédagogie et ça, c'est très riche. Exactement, exactement.
Il nous reste quelques minutes si on a des questions. Alors on interpelle la régie qui est derrière nous pour savoir s'il y a quelques questions. Et puis vous avez toujours aussi la possibilité d'écrire, d'emailer si des questions vous arrivent après coup, que vous souhaitez surtout tester cette formation. Laurent, en plus, je crois que tu es attendu ce soir encore à la série. Oui, j'interviens ce soir à nouveau typiquement sur le management intergénérationnel dans le cadre d'une table ronde. Donc, et c'est encore un grand plaisir. Donc, parce que c'est un sujet phare. Et je crois qu'on me pose la question de savoir la sécurité psychologique, comment en savoir plus. Il y a les travaux d'Amy Bresnan sur le sujet qui sont particulièrement intéressants, d'Amy Edmondson sur le sujet et Richard Bresnan qui sont très intéressants sur la question. Donc vous pouvez vous documenter sur ce sujet. Et puis sinon, j'ai résumé tout ça dans le bouquin que j'ai commis récemment. Ah oui, c'est un peu ta promo, Laurent. Je fais aussi ma promo. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que vous avez un événement prochainement. Oui, c'est vrai, merci parce que tu fais ta promo et je ne fais même pas la mienne. Donc en effet, on organise chaque année la Skills Week, qui est un événement 100% soft skills, 100% gratuit à destination de l'ensemble des collaborateurs en entreprise. Donc ça peut contribuer à tout ce qu'on a partagé pendant la séquence, puisque en mars 2024, l'événement aura lieu et on traite de 6 soft skills qui sont très importantes pour contribuer à tout ça et à plein d'autres choses. Donc on vous invite à participer, skillsweek.fr, vous avez toutes les informations. C'est un chouette événement, il a réuni à peu près 12 000 participants l'année dernière, donc on vous espère nombreux pour contribuer au succès pour cette Skills Week 4 donc, qui aura lieu en mars prochain. Voilà. Super, Lucette, un grand succès comme pour les précédents. Ouais, c'est sympa. Et merci. On félicite toute l'équipe de la régie qui nous accompagne aujourd'hui. On avait un beau cadre, on avait de jolis slides. On a essayé de mettre la touche KISSD parce qu'une expérience d'apprentissage, une expérience learning, c'est aussi de créer un cadre qui soit agréable, qui soit plaisant. C'est aussi ça qu'on offre à vos apprenants. Donc voilà, on avait la bonne lumière, les bonnes caméras et les bonnes tenues. Merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons une excellente continuation dans la série, un parcours enrichissant et nous serions ravis d'échanger avec vous si vous le souhaitez donc pour approfondir tous ces contenus. Merci à toutes et tous, bonne journée.